Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Excellente journée pour ce lundi de Pâques. C'est en tout cas à souhaiter pour chacun d'entre vous. Deux grands titres dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, ce qui se passe au Vietnam avec l'offensive que vient de déclencher le Nord, Hanoï. C'est la plus grande offensive depuis 4 ans et les troupes nord-vietnamiennes progressent toujours vers le sud. Nous allons y revenir dans un instant en compagnie de Georges Piteuf. Le deuxième titre concerne plus directement la vie pratique des Français. Il s'agit évidemment des retours du week-end de Pâques. Les départs s'étaient, vous le savez, à peu près bien passés, mais les responsables de la circulation sont quelque peu inquiets pour ce qu'il se passera cet après-midi. Il y a au moins une bonne chose, les conditions météo ne sont pas trop mauvaises pour aujourd'hui. En principe, du soleil sur la moitié sud de la France, des nuages et de petites averses, malgré tout de petites averses sur la moitié nord de la France. À cette heure-ci, le rush n'est sans doute pas encore commencé, mais on doit être sur le pied de guerre, j'imagine, en ce moment, à Rosny-sous-Bois. Serge Misseret. Oui, eh bien écoutez, pour le moment, sur l'ensemble des routes, la circulation est fluide et le grand retour n'a pas encore commencé. Vous l'avez dit, les conditions météorologiques ne sont pas trop mauvaises. Il faut tout de même signaler, dans la région du Havre, de la pluie et des vents forts, ce qui rend peut-être la chaussée un petit peu glissante. Donc, il faut être prudent. Un petit point noir à Vierzon, et là, un délestage est en place, je crois qu'il n'y a pas de problème. Pour le moment, sur l'ensemble du réseau, je vous l'ai donc dit, la circulation est fluide, tout est calme. Les retours prévus se feront généralement du sud vers le nord de la France, c'est-à-dire le gros du trafic viendra du sud-ouest et du sud-est, national 10, national 20 et autoroute du sud. Le gros du trafic est prévu environ vers entre 18 et 20 heures. Et je vous donne un chiffre, 500 000 véhicules qui ont quitté la seule région parisienne, ce qui nous promet peut-être donc pour ce soir de beaux embouteillages. Voilà donc en gros la physionomie de ce début de retour de week-end de Pâques, week-end dont il faut dire, hélas, que, une fois encore, il est déjà particulièrement meurtrier, colonel Albertini. Effectivement, ce week-end est très meurtrier, puisque en 2 jours, nous comptons déjà 800 accidents, 90 morts et plus de 1600 blessés. C'est lourd. C'est très lourd. Et ça représente un accroissement par rapport à Un accroissement certain par rapport à l'année dernière. Oui. Pour les rameaux, nous avions déjà 14% d'augmentation. Et quelles sont les causes de cette... Toujours les mêmes, l'imprudence, l'excès de vitesse. Vouloir gagner du temps est un jeu dangereux que l'on court et que l'on fait courir aux autres. Risquer sa vie pour 5 minutes, vraiment le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Voilà donc le point ici à Rosny-sous-Bois. Soyez prudents, bonne route et bon retour. Effectivement, déjà des accidents spectaculaires. Cela a été le cas ce matin sur une route du département du Nord. Il y a 6 morts et parmi ces 3 victimes, parmi ces 6 victimes, plutôt 3 jeunes filles qui ont été fauchées au moment où elles descendaient d'un autocar fauché par une voiture de tourisme. Avant de prendre la route cet après-midi, songez à ce genre de circonstances, à ces instants dramatiques que vous risquez de rencontrer sur votre chemin, peut-être cet après-midi. Exemple, c'était hier, jour de Pâques, du côté de Fontainebleau. Regardez. Que cela puisse au moins nous inciter tous à la prudence. Deuxième grand titre de ce journal, je vous le disais, le Vietnam. Au fil des heures, la situation d'ailleurs se confirme. L'offensive nord-vietnamienne vers le sud est effectivement d'une ampleur inattendue. On pense que 40 000 ou 50 000 hommes sont engagés dans cette opération. Les chars nord-vietnamiens progressent toujours vers le sud. Et c'est bien la plus grosse opération militaire déclenchée par Hanoï depuis 1968. Georges Piteuf. Eh bien, si vous voulez, d'abord une carte et quelques images. Depuis samedi, les Nord-Vietnamiens et des unités Viet Cong ont ouvert 3 fronts. Le premier dans le nord, à la frontière des Vietnam Nord et Sud.
le deuxième dans la zone des hauts plateaux. Leurs canons seraient à portée de la ville de Kon Tum au centre Vietnam. Le troisième dans le sud, à environ 130 km au nord-ouest de Saigon, près de Tay Ninh, à la frontière cambodgienne. À l'heure actuelle, l'offensive principale est celle du nord, où les communistes auraient engagé entre 30 et 50 000 hommes. Voici d'ailleurs la première vue aérienne d'un avant-poste de la base de Quang Tri, abandonné hier par les Sud-Vietnamiens. Aujourd'hui à midi, une colonne d'une cinquantaine de blindés nord-vietnamiens serait à 5 km de la ville de Quang Tri. Les forces de Saigon, inférieures en nombre, ont évacué la quasi-totalité de leurs positions situées le long de leur première ligne de défense. Quant aux civils, eh bien, comme d'habitude, depuis 20 ans, pris entre deux feux, ils fuient les zones de combat. Il semble qu'on assiste à un exode en masse vers la ville de Quang Tri et plus au sud, vers la ville de Hue, l'ancienne capitale impériale. À Hue, l'armée de Saigon est en état d'alerte. Elle redoute, dit-on, autant qu'une offensive classique, l'infiltration de saboteurs qui se seraient mêlés aux réfugiés. On se rappelle que lors de l'offensive du Nouvel An lunaire en 1968, c'est à Hue que les combats avaient été les plus durs. Depuis hier, parmi le flux des civils en fuite, on voit aussi des soldats en retraite, ce qui ne facilite pas l'expédition de renforts. La progression des unités montant vers le front est ralentie par le flot des réfugiés venant en sens inverse. Malgré la présence ce matin sur le front nord du général Thieu, président de la République, l'envoi hâtif de renforts a un air d'improvisation, ce qui est d'autant plus surprenant que Saigon annonçait depuis 3 mois une offensive générale. Alors comment peut-on analyser l'aspect militaire, disons, de la situation? Écoutez, on ne peut pas l'analyser, j'en retiens 3 points personnellement. Le premier, c'est l'ordre du jour lancé ce matin par le général Diab, demandant à ses troupes une victoire totale. Le deuxième, c'est la supériorité créée par la surprise créée par l'énorme supériorité de la puissance de feu du Nord-Vietnam. Et la troisième, c'est la qualité, la précision de l'organisation, de la logistique des Nord-Vietnamiens, dont les troupes emmènent avec elles des unités de DCA et des lance-missiles. L'aspect politique? Sur l'aspect politique, ce matin à Saigon, le gouvernement du général Thieu a dénoncé cette offensive en y voyant la preuve, bien entendu, que le Viet Cong n'est qu'une création du Nord-Vietnam. Le plus intéressant sera sans doute la réaction, l'attitude des Américains, dont vous savez qu'ils viennent de lancer une offensive aérienne contre le Vietnam. On n'a pas plus de détails pour l'instant. Et ce qui me paraît à moi le plus intéressant, c'est que cette affaire se situe entre le voyage récent de M. Nixon à Pékin et son prochain voyage à Moscou. Il va rencontrer M. Brejnev. Voyage qui a pu faire craindre à certains Nord-Vietnamiens qu'on allait tenter de régler ce problème sur leur dos. Et l'attaque commencée samedi est une façon de dire, de faire la preuve que la question vietnamienne concerne les Vietnamiens et qu'ils ont l'intention de la régler eux-mêmes. Merci Georges Putev. Voilà, disons ce que l'on peut dire pour l'instant en ce qui concerne le Vietnam. Pour le reste, à l'étranger, toujours la tension en Irlande du Nord, après les manifestations des catholiques, vous le savez, pendant la journée de Pâques, dans le dimanche de Pâques, dans les principales villes de l'Ulster. Cette journée de Pâques s'est terminée dans la violence, d'ailleurs, à Belfast, avec l'explosion d'une bombe qui n'a d'ailleurs pas fait de victime, et puis aussi l'incendie d'une école catholique hier soir. Argentine, les ravisseurs de M. Salustro ont été arrêtés, mais l'industriel, lui, reste toujours introuvable. C'est le président Lanusse qui l'annonçait lui-même hier soir. 5 personnes ont été appréhendées dans une villa. On a retrouvé une pièce transformée en cellule où M. Salustro a vraisemblablement été détenu. Les policiers pensent même que l'industriel se trouvait encore dans cette cellule quelques heures seulement avant leur arrivée et leur découverte. Le procès de Harrisburg, un prêtre risque 10 ans de prison. Cela se passe aux États-Unis, en Pennsylvanie. Le père Berrigan, que vous voyez derrière moi en ce moment, a été reconnu coupable hier. On lui reproche d'avoir participé à un éventuel complot qui avait pour but d'enlever le conseiller du président Nixon, M. Henry Kissinger. Pendant ce week-end de Pâques, à Berlin, on a vu de nombreuses scènes de ce genre. Des gens qui ne s'étaient pas vus depuis très longtemps, des parents ou des amis qui se retrouvaient quelquefois après plusieurs années de séparation. Jusqu'au 6 avril, en effet, jusqu'au 5 avril, les Berlinois de l'Ouest ont l'autorisation de traverser cette frontière, ce fameux mur de Berlin. C'est la première fois que cela arrive depuis 6 ans. Qui plus est, et cela n'était pas arrivé cette fois depuis 20 ans, ils peuvent également se rendre dans d'autres régions de la République démocratique d'Allemagne. Alors évidemment, cela a été l'occasion de recueillir, d'apprendre de nouvelles informations à propos de ce point chaud du globe. Jean-Pierre Elkabbach. Une semaine après, certains qui ont passé 24 heures ou 48 heures sortent de Berlin-Est ou de la RDA et on peut avoir déjà une certaine idée de ce qui se passe à partir des conversations qu'ils ont pu avoir. Si on parle de politique, on a un certain traité privé entre nous jeunes. Moi, je dis jamais liberté et je leur défends de dire des gens avec isme et iste.
au lieu de militaristes, il faut dire les gens qui aiment beaucoup les militaires et qui ont certaines opinions sur le rôle du militaire dans la société, etc., paraphraser de Mais cette pourquoi manière. vous ne disiez pas la liberté? Liberté, chez eux, liberté, c'est voir ce qui est inévitable dans l'histoire. Et pour nous, la liberté, c'est le libre choix. Donc, liberté sont deux choses différentes d'après la définition qu'on a idéologiquement. Donc il y a des mots qui n'avaient pas le même sens. Est-ce que vous Oui, avez trouvé exactement. chez les jeunes beaucoup de croyants? Je leur ai posé des questions à certains gens et ils disent qu'il y a à peu près peut-être un quart qui est vraiment croyant sur tous les points et qui croit à tout ce qu'on leur dit. Il y avait des gens du parti que j'ai rencontré là-bas. On a parlé par exemple des jeunes et de la nouvelle mode et de la manière d'avoir des cheveux très longs. Alors, eux, ils étaient tout à fait contre. Il s'agit d'un membre de la vieille génération. Et on lui a posé des questions. Pourquoi ne permettez-vous pas des cheveux longs? Il disait c'est malpropre et tout ça. À la fin, je me suis permis de leur faire remarquer que ce sont exactement les arguments qu'on trouve chez nous, mais dans l'extrême droite. Là, il y a un parti qu'on appelle néo-nazis, le NPD, et qui font justement leur campagne électorale en grande partie avec ces arguments-là que j'ai rencontrés là-bas. Est-ce que, à fonction, à métier égal, les salaires sont égaux entre les deux côtés de l'Allemagne? Est-ce que vous vous retrouvez de ce côté-là, par exemple, sur le plan social? Non. Chez nous, nos salaires sont nettement supérieurs aux leurs, mais oui, c'est ça. Les nôtres sont nettement, peut-être le double. Disons un professeur, un ouvrier, etc. Mais certains biens de consommation, c'est beaucoup moins cher chez eux. Ceux dont on a besoin, par exemple les loyers, sont beaucoup inférieurs. Est-ce qu'ils se sentent un peu enfermés là où ils sont? Oui, oui, très enfermés, oui. On a l'impression d'être dans deux États. Et les mondes sont bien différents. Si on franchit le mur, c'est un autre État. Il y avait quand même une certaine conscience d'être allemand que j'ai éprouvée. Et les autres aussi. Et les autres aussi? Oui, et les autres aussi. Est-ce que vous avez l'impression que si on leur donnait la possibilité de venir à l'ouest comme vous allez à l'est, ils viendraient volontiers et ils retourneraient là-bas? Ils viendraient volontiers, il n'y a pas de doute. Il est difficile, il faudrait savoir toute la situation pour savoir s'ils reviendraient ou non. En France, la semaine qui commence aujourd'hui sera très active dans le domaine politique. Demain, M. Pompidou rentre de Cajarc. Demain aussi commence la nouvelle session parlementaire, la session de printemps. Avec tout cela du moins avec comme toile de fond le référendum, bien sûr, Hervé Chevalier. En fait, on vit dans une ambiance référendaire depuis la conférence de presse du président de la République. Mais cette semaine, on va passer à un stade supérieur, en tout cas à un stade officiel, puisque mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, sera annoncée la date du référendum. En principe, le 23 avril, même sûrement le 23 avril. Et le texte donc de la question posée aux électeurs. M. Pompidou adressera d'autre part, dès mercredi après-midi, un message au Parlement. C'est la procédure normale, constitutionnelle. Un message où il expose les motifs de la question soumise au référendum. C'est également ce jour-là, toujours mercredi donc, que l'on connaîtra la déclaration annexe rédigée par le président de la République lui-même et qui sera envoyée à chaque électeur à la suite du texte même du référendum. C'est cette fameuse déclaration qui a provoqué, disons, les seuls remous de ce week-end de Pâques, puisqu'il s'agissait d'une publication en avant-première par le journal L'Humanité. Des remous du côté de l'Élysée, tout d'abord, où l'on se demandait comment l'Humanité avait pu avoir ce document en priorité. Remous aussi, bien sûr, chez les communistes, où l'on estime que par cette déclaration, le président Pompidou demande en fait aux électeurs d'approuver l'ensemble de sa politique et non plus seulement sa politique européenne. C'est-à-dire on va surveiller les partis aussi, parce qu'il va falloir se déterminer une fois pour toutes pour le oui, pour le non ou pour l'abstention cette semaine. Il n'y a guère que le Centre démocrate et le Parti radical. Les réformateurs, disons. C'est ça, qui n'est pas encore décidé. Mais ce sera fait jeudi, c'est ça, réunion, puisque le Centre démocrate réunit son conseil politique et le Parti radical tient un mini-congrès. On peut faire des prévisions dans ce domaine, le oui ou le non pour les réformateurs? Pour les amis de M. Le Canuet, il semble à peu près coup sûr que ce sera oui. Certainement aussi oui pour les amis de M. Servan-Schreiber. Si vous voulez, pour terminer, si on a peut-être 30 secondes encore, ouais. Pour finir cet agenda politique de la semaine, il faut noter jeudi une réunion du comité central de l'UDR, samedi un comité directeur du Parti socialiste et enfin dimanche à Versailles la rencontre des secrétaires fédéraux de l'UDR.
M. Chaban-Delmas s'y rendra, et bien entendu, comme à l'ordre du jour de toutes ces réunions, de toutes ces rencontres, la même chose, la campagne pour le référendum. Vous l'avez vu, un agenda chargé, donc un agenda politique chargé pour cette semaine. Pour revenir à la vie quotidienne des Français, cette période de Pâques aura été l'occasion de plusieurs expériences dans le domaine de la circulation des piétons. À Paris, en province, un certain nombre de rues ont ainsi été interdites aux automobiles. D'ici quelques temps, d'ici plusieurs semaines peut-être, on pourra juger si l'expérience est positive, une tentative qui a d'ailleurs déjà été faite à l'étranger. François Cornet s'est livré lui-même à cette tentative et il s'est mêlé aux piétons. Regardez. Depuis 48 heures, tout ce que Paris compte d'endroits agréables à regarder est véritablement envahi de piétons, l'œil cloué à un appareil photographique. C'est peut-être ce qui a donné l'idée au Conseil de Paris et au préfet de police de réserver purement et simplement certaines des rues, disons, les plus typiques ou les plus folkloriques aux amateurs de photos souvenirs sur fond de vieilles pierres, de hippies joueurs de guitare, de terrasses encombrées ou de peintres du dimanche. Bref, rue Princesse ou rue Saint-Benoît au quartier latin comme à Montmartre autour de la place du Tertre, il est maintenant impossible à l'homme-tronc automobile de venir promener ses pneumatiques. Circulation à pied obligatoire, il n'y a pas là une véritable révolution puisque la place Grenette à Grenoble ou la rue du Vieux-Horloge à Rouen et bien d'autres rues agréables en France sont depuis plusieurs années réservées aux piétons. À Lille, 3 rues commerçantes seront interdites aux voitures durant 3 mois, du 27 avril au 27 juillet prochain. Si cette expérience donne satisfaction, elle sera étendue jusqu'en septembre et renouvelée l'an prochain. Et pendant ce temps, les Anglais ont eux aussi, depuis quelques jours, tenté la même expérience dans la rue d'Enlevant du quartier de Soho, une rue toujours à l'avant-garde des innovations, Carnaby Street, dont nous parle maintenant notre correspondant à Londres, Claude Carré. Carnaby Street, vous connaissez? C'est sans doute l'une des rues les plus connues de Londres, presque un monument national. Car c'est ici que, dans les années 60-61, une certaine Marie Cont, qui n'avait froid ni aux yeux ni aux jambes, eut le culot ou le génie de couper les jupes en deux. La mini-jupe était née, elle devait faire le tour du monde et rendre célèbre cette petite rue de 300 mètres de long et 10 mètres de large. Carnaby Street, toujours à la pointe du progrès, est depuis lundi dernier la première rue de Londres interdite à la circulation automobile. Les commerçants s'en félicitent, plus de voitures, cela veut dire plus de place pour les clients. Et les touristes, eux aussi, ont l'air de se féliciter de cette mesure, car ils peuvent se promener en toute tranquillité. Cela me rappelle une histoire dont j'ai été le témoin ici il y a 2 ans environ. 3 jeunes filles, dans le plus simple appareil, présentaient en pleine rue une collection de lunettes de soleil. Aussitôt, bien sûr, attroupement, les bobbies des agents arrivent et dressent contravention aux 3 mannequins nus pour entrave à la circulation. Mais alors, que pourront faire maintenant les agents puisqu'il n'y a plus de circulation? Ici Londres, information première. Merci Claude Carré. À ce propos, je vous livre ces photos qui viennent du Japon. Là-bas, un industriel spécialisé dans les jouets s'est penché lui aussi sur le problème des piétons et il a pensé aux petits piétons. Il leur propose ces casques lumineux qui, dit-il, peuvent faire baisser très sensiblement le pourcentage d'accidents chez les enfants, peut-être à étudier en France. Vous savez maintenant que le nouveau TNP, le Théâtre National Populaire, va déménager. Il va aller s'installer à Villeurbanne, près de Lyon. Cette décision que vient de prendre le ministre des Affaires culturelles est le résultat d'un accord tripartite entre l'État, l'association Planchon, Chéreau-Gilbert et la municipalité de Villeurbanne. Pour l'instant, les 3 directeurs sont très discrets en ce qui concerne leur projet et ils ont quand même reçu Guy Sartoulet, ont expliqué quelques détails. La cité à Villeurbanne sera le siège du nouveau Théâtre National Populaire. À sa tête, 3 directeurs. Roger Planchon, Patrice Chéreau à la mise en scène et Robert Gilbert pour l'administration. Pour Roger Planchon, c'est peut-être la récompense de tant d'années d'efforts consacrés au théâtre. Roger Planchon, si vous faites un retour sur vos 20 années de théâtre, est-ce que vous regrettez quelque chose? Non, je regrette rien. Et enfin, je pense qu'il fallait faire mourir le théâtre de la Cité, qu'il fallait passer à autre chose. Et c'est évidemment... enfin, je suis pour que les choses meurent. Je ne pense pas que le théâtre doit rester. Je pense que ça dure un laps de temps et ensuite c'est fini. Le nouveau TNP doit parcourir la France. Est-ce que vous avez l'intention de vous arrêter que dans les grandes villes ou dans les moyennes communes ou les petites communes?
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que nous allons rayonner sur la France, puisque c'est la tâche qu'on nous a donnée, et même en francophonie, et nous ferons des actions, si possible exemplaires, dans des villes différentes. Alors, il y aura évidemment une série d'actions dans de grandes villes, il y aura une série d'actions dans des villes moyennes, et il y aura une série d'actions dans des endroits absolument très petits, qui apparemment sont loin des choses culturelles que l'on fait d'habitude. Si vous deviez définir Patrice Chéreau, en quels termes le feriez-vous? Eh bien, il faudrait d'abord commencer par dire mon admiration, évidemment, pour Patrice, qui est évidemment, je crois, un des plus grands metteurs en scène européens actuels. Je pense personnellement que le spectacle qu'il vient de faire en Italie est le meilleur spectacle qui existe actuellement en Europe. Il a inventé quelque chose sur scène. C'est un peu l'équivalent de ce qui se passe actuellement dans le nouveau roman, où justement, en littérature, on cherche à ce que la forme dise le contenu. Et ce qu'essaie de faire Patrice, et ce qu'il fait sur le plateau, c'est justement de faire une forme scénique, de proposer des images qui soient elles-mêmes un contenu. Et ça, c'est d'une très très grande nouveauté, et c'est d'une nouveauté telle que une partie de la critique ne le voit pas, et une partie de la critique, il faudra du temps pour qu'ils assimilent cette chose nouvelle. Mais justement, c'est très bien, il faut être en avance. Est-ce que vous avez l'intention de garder vos personnalités ou au contraire trouver un dénominateur commun? Qui répond? On répond au cœur. Non, je crois que il y a dans la façon qu'on a, Roger et moi, de faire des spectacles, il y a de très nombreux points en commun. Je veux dire, le fait, mais je crois d'autre part que la recherche s'effectuera vraiment d'une façon très libre de part et d'autre. Je veux dire, c'est-à-dire que. Est-ce que vous pensez que le public aujourd'hui est différent de celui qui allait au TNP il y a 15 ans, par exemple, à votre avis? Oh oui, c'est sûr. Moi-même, je suis allé au TNP il y a pas 15 ans, mais il y a 10-12 ans, ça, dans les derniers spectacles, dans les derniers abonnements des spectacles de Villars. Et je crois qu'il y a certainement une très très grande différence de public, une très très grande différence de demande par rapport au spectacle, je crois. Il y a aujourd'hui un absent, le troisième directeur, Robert Gilbert, qui a refusé d'être interviewé. À votre avis, pourquoi? Parce que Robert Gilbert est lyonnais, et qu'il se cache et qu'il fuit. C'est la véritable raison, je crois. Robert Gilbert aura fort à faire, car un théâtre, c'est une équipe avec ses acteurs, mais aussi ses techniciens, ses administratifs. L'effectif total du futur TNP tournera autour de 150 personnes. Continuer à faire du travail artisanal est pourtant l'ambition des trois directeurs qui ont jusqu'au 1er janvier 1973 pour concevoir et organiser ce que sera le futur TNP. C'est la Saint-Richard aujourd'hui, Richard qui est né en Angleterre, Saint-Richard qui est né en Angleterre, il a été recteur de l'université d'Oxford au IIIe siècle, il connaissait bien la France pourtant puisqu'il avait étudié la théologie à Orléans, il est considéré comme un réformateur, il est mort en 1253. Demain c'est la Saint-Isidore. Hebdo-midi sport maintenant, Patrick Chapuis, avec le rappel, disons, de l'essentiel du week-end sportif. Oui, avec deux titres surtout à retenir. En football tout d'abord, deuxième défaite consécutive dans la même semaine de Marseille. L'OM pourtant conserve 5 points d'avance au classement du championnat. Tennis, victoire en double à Monte-Carlo des revenants. Les revenants Patrice Bust et Daniel Contet. Le dernier succès d'un double français dans ce tournoi de Monte-Carlo remontait à 26 ans. Et puis l'on parle beaucoup de basket. Oui, vous nous proposez un basketteur d'ailleurs un peu inattendu dans un instant. Oui, exactement. Vous savez que l'équipe de France de basket s'est très bien comportée dans le tournoi de Montbrison puisqu'elle a remporté ses 4 matchs. Dans cette équipe, un jeune joueur qui a fait des débuts remarqués par son talent, remarqué parce qu'il est très très grand et parce qu'il est assez imposant. Il s'agit de Roger Duquesnoy, il a 24 ans, il mesure 2,12 m et il pèse 120 kg. Il a débuté comme pilier de rugby, maintenant c'est un pivot de basket. Reportage de Georges Dominique. Avril 1971 avec les rugbymen de l'US Cognac disputant un match du championnat de France de première division. À la touche, le deuxième ligne charentais Roger Duquesnoy ne passe pas inaperçu. Mais si ses 2,12 m font de ce nordiste le plus grand deuxième ligne du monde, seule sa taille peu commune lui attribue cette étiquette flatteuse. Après une saison en National 1, Duquesnoy tourne le dos au rugby car s'il est bien placé à la touche,
il affectionne beaucoup moins les plaquages et les dessous de la mêlée. C'était un sport qui n'était pas trop fait pour moi, parce qu'on prenait beaucoup de coups. Et comme je n'étais pas habitué à ce jeu-là, j'ai repris le basket. Qu'est-ce qu'on ressent quelques secondes, si j'ose dire, avant de toucher son premier ballon avec l'équipe de France? Vous voyez que quand on est pivot de l'équipe de France, qu'on mesure 2,12 m et que c'est la première sélection, on a plutôt peur, parce que les yeux sont plutôt fixés sur nous, envers les autres. Voici l'équipe suisse. 30 mars 1972, autrement dit jeudi dernier, à Saint-Étienne, le basket français prépare le tournoi qualificatif pour les Jeux de Munich. Ce soir-là, la France rencontre la Suisse. Le numéro 5, Ledan Daniel. Et le numéro 15, Duquesnoy Roger. Duquesnoy fait partie du 5 de départ et il donne d'ailleurs à la France ses 2 premiers points, une entrée en matière inespérée. Mais dans les minutes qui suivent, il montre également ses limites actuelles. Il est vrai qu'entre l'équipe de France et son club d'Orthez, qui opère en 2e division, rythme et niveau n'ont rien de commun. Alors en défense, ne te couche pas autant, le buste, tu vois. Redresse ton buste pour mieux respirer. Tu te laisses aller un peu dès que tu es fatigué. Ah mais si je me mets droit, il a sauté, c'est pas. Pour ça, casse ce pied, c'est bien. 6 points en première mi-temps, puis 13 au cours de la seconde période, 19 points au total. Roger Duquesnoy fait une entrée remarquée dans l'équipe tricolore. Il ne possède pas encore un grand sens du déplacement, ses gestes manquent parfois de coordination. Mais il est adroit, ses passes sont précises, il couvre beaucoup de terrain et à la récupération, il est précieux lorsque la confiance l'habite. Et pour Joël Jaunet, les 212 cm de Duquesnoy ne sont donc pas seuls responsables de sa sélection. Au basketball, il est important d'être grand, mais il est surtout important de savoir manier un ballon et d'être adroit. Ce sont ces 2 qualités qui font que Duquesnoy peut être considéré comme un réel espoir. Précisément, en faisant des prédictions, disons, raisonnables, quel est l'avenir qui lui est réservé selon vous au basket? Bien, pour arriver, il faut d'abord quelques dons, bien sûr, mais surtout beaucoup de courage. Alors là, il débute dans une équipe qui n'est pas expérimentée, donc ça lui sera difficile. Mais il a les qualités essentielles pour avoir de bons résultats et s'il persévère, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas le grand centre que nous attendions. Ce match devant la Suisse, les Français vont le gagner aisément. Pour cet examen d'entrée, Roger Duquesnoy a droit à la mention bien. Mais il lui faut affronter adversaires plus redoutables pour le juger plus amplement. Il lui faut aussi, dès la saison prochaine, opérer dans un club de l'élite. On saura alors seulement si la France est en mesure de trouver le pivot géant qu'elle attend depuis très longtemps. Alors Roger, 19 points pour une première, c'est très réussi. C'est très bien, oui, je ne pensais pas faire ça. Je suis content pour moi, oui, pour M. Joret. Le public vous a encouragé également. Beaucoup, oui. Jusqu'à présent, c'était le match de basket le plus ardu que vous ayez jamais disputé? À part, il y a une quinzaine de jours contre Vichy, mais c'était pas la même chose. C'est quand même un match international ici. Confiance en l'avenir. Oui. Très bien. Encore un résultat dans le domaine du sport, il s'agit d'automobile cette fois-ci, la victoire d'un Finlandais dans l'East African Safari, un spécialiste de la neige et des glaces, il s'agit du Finlandais Mikkola. Voilà pour l'ensemble de l'actualité, pas d'informations nouvelles du côté des téléscripteurs, bonsoir à tous, du moins bonne journée.